Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir en particulier les promotions d'ingénieurs BTP par apprentissage de 4e année. Bonjour à vous. Bonjour également à ceux qui nous suivent via le live, disponible, gratuit, diffusable et unique pour l'ensemble de la saison et je dirais même des saisons. Donc n'hésitez pas à transférer aussi ce lien à vos réseaux professionnels, personnels. Chaque personne intéressée par les thématiques que nous proposons dans les causeries saisies peuvent suivre les causeries en live tous les mardis de 13h à 14h de fin octobre à fin avril, mais également voir et revoir en replay sur notre chaîne YouTube Saisie dans la playlist Les causeries saisies. N'hésitez pas donc à aller voir les 3 dernières saisons qu'on vous propose. Toujours intéressant de retrouver des thématiques diverses et variées. Alors pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois à travers le lien live, je rappelle, les causeries saisies, c'est un cycle de conférences qui existe maintenant depuis 9 ans. Bon, on va faire la fête des 10 ans l'année prochaine. On propose des causeries sur des thématiques différentes, comme vous pouvez le voir, méthodologie et technologie, l'entreprise du 21e siècle, les sciences humaines ou encore la culture générale. Le concept, c'est quoi ? C'est vraiment pas pour nos apprenants encore un énième cours sur le cahier des charges. L'idée, c'est vraiment de vous transmettre des thématiques pas forcément abordées dans vos cours, qui vont vous enrichir, qui demain vous permettront d'être encore meilleurs dans vos domaines, d'avoir des interactions toujours plus riches avec des intervenants variés, et puis voilà, toujours se poser des questions, aller plus loin dans vos recherches, enrichir votre culture générale. Donc c'est vraiment ça l'idée, et l'idée c'est d'interagir avec les causeurs. C'est poser vos questions. C'est vous qui êtes en entreprise pour la majorité, pouvoir faire un lien entre des théories, des concepts, ce que vous vivez en entreprise. Et voilà, l'idée c'est vraiment ça. Donc ou en tout cas, Saisie propose ce cycle pour ça et on espère que ça vous apporte et que ça vous apportera encore. Donc merci à tout le monde d'être là. On est sur la fin de la saison. Vous pouvez le savoir, plus que 2 causeries. Donc, je vous rappellerai un petit peu que vous avez la possibilité, vous qui nous regardez, ou ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, évidemment, d'envoyer des propositions de thématiques, de causeurs, grâce au mail causerie au pluriel idfc@saisie.fr. Et je prendrai ça en compte dès la formation de la nouvelle saison dès juin, à partir de juin, pour vous proposer un programme toujours nouveau, d'actualité et qui, j'espère, vous conviendra. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir donc Fabien Siguier, qui va prendre la parole pour se présenter. Ce sera un petit peu plus plus complet, je dirais. Aujourd'hui, on a un petit changement de sujet pour les personnes qui avaient eu le programme il y a quelques temps. Un sujet qui finalement est complètement transverse et qui parlera à tout le monde, je l'espère. N'hésitez pas à réfléchir à des questions et les poser dans les 10 dernières minutes de cette causerie. Bonjour Fabien, on peut l'accueillir chaleureusement. Et je vous laisse la parole. Bonne causerie à tous. N'hésitez pas pour les questions, comme je disais, levez la main dans la salle, mais à travers l'écran, posez vos questions toujours à la même adresse, causerie au pluriel idfc@saisie.fr, et je prendrai la parole pour poser vos interrogations. Merci à tous. Merci beaucoup, Héloïse. Bonjour à toutes et à tous, ici dans l'amphi et donc à distance connectée. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager quelques idées à la fois de mon métier et aussi et surtout de l'international et du travail à l'international. Je suis là en qualité de vice-président exécutif d'Adiceo. C'est un groupe, je vais vous le présenter rapidement, mais je suis surtout là en qualité de conseiller du commerce extérieur pour la France, qui a un partenariat entre le CESI et les CCE et qui permet au CESI d'avoir des intervenants qui sont des dirigeants internationaux et mondiaux pour venir partager une passion de l'international. Les conseillers du commerce extérieur, c'est un peu plus de 5000 personnes dans le monde qui sont dirigeants d'entreprise et qui bénévolement viennent transmettre leur passion de l'international à des jeunes et aussi aider les entreprises françaises qui veulent partir à l'international, les aider à se développer à l'international en transmettant leur expérience. Aujourd'hui, je vais vous amener sur un terrain, je ne sais pas si c'est un terrain très connu, que vous avez déjà vu peut-être dans vos 4 années, autour de l'humain, de la collaboration dans des milieux culturels, des milieux
très différents. Je commence avec une photo de la Chine. Je suis donc dans mon environnement professionnel, vice-président exécutif d'Adiceo, en charge des ressources humaines, de la transformation, de l'organisation et de l'éthique au sein d'un groupe franco-chinois. Et donc je vais vous amener à travers 4 différentes étapes dans cette histoire. La première, petite présentation d'Adiceo, qui est un extraterrestre, une entreprise très particulière, qui est à la fois, avec une très forte histoire française, détenue aujourd'hui par un groupe chinois et avec une vocation mondiale de nourrir la planète. C'est un des maillons essentiels pour l'alimentation de la planète en protéines animales. On va faire un petit zoom sur la culture. Quand on parle de culture, de travailler ensemble à l'international, c'est quoi la culture et ça s'appréhende comment? Pour voir ensuite comment est-ce qu'on gère une boîte internationale et comment est-ce qu'on s'intègre dans une boîte internationale, tant sur la dimension RH que sur la dimension leadership et animation d'équipe. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation et ensuite d'avoir un temps d'échange à la fin. Donc je garderai le temps nécessaire pour qu'on puisse avoir des questions, des réponses et des interactions. Alors Adiceo, c'est ça. Adiceo, j'aime bien cette image, c'est la rencontre de la Chine et de l'Occident. C'est une boîte qui s'appelait avant Ron Poulenc, pour ceux qui sont dans notre génération. Ron Poulenc, c'était le leader français, un des leaders mondiaux de la chimie. Et en 2005, ça a été démantelé, découpé. Et une partie de cette activité, Adiceo, a été rachetée par la Chine. Alors notre métier, c'est quoi? Notre métier, c'est de nourrir la planète de façon saine, durable, abordable et qualitative. Alors ça peut paraître un petit peu ambitieux ou prétentieux de dire nourrir la planète, mais en fait on est un élément tout au début de la chaîne alimentaire, indispensable et indispensable depuis les années 80 à peu près. On fabrique ce qui s'appelle une acide aminé de synthèse, qui s'appelle la méthionine, et cet acide aminé de synthèse, elle a la propriété magique d'augmenter le taux de conversion du végétal que va consommer l'animal en protéines animales. Parce que naturellement, l'estomac de l'animal n'a pas la capacité de transformer 100% du végétal en viande ou 100% du végétal en poisson. Et donc, on vient le booster avec cet acide aminé de synthèse. Et grâce à ça, on peut, avec les végétaux disponibles sur la planète, répondre aux besoins croissants en demande de protéines animales de la planète, que ce soit en poisson, encore une fois, ou en viande. On est tout au début, c'est-à-dire que nous, on est vraiment juste après la récolte et on va être mélangé aux ingrédients pour ensuite être vendu à des fabricants d'aliments pour animaux d'élevage, qui vont ensuite permettre l'élevage, puis permettre la consommation par les êtres humains. Et on est vraiment présent mondialement. On est, on va dire, 4 acteurs à faire ce métier-là dans le monde. Et parmi ces 4 acteurs-là, à Adiceo, on a à peu près un tiers du marché mondial, avec une répartition principalement sur les plus grosses zones productrices de protéines animales, bien sûr l'Europe, mais aussi l'Amérique du Nord, avec les États-Unis comme important producteur, l'Amérique du Sud, avec notamment le Brésil et l'Argentine en termes de très gros lieux de production, et la Chine également, et puis sur le sous-continent indien et sur l'Asie-Pacifique, toute la dimension aussi aquaculture qui se développe très très fort avec tout ce qui est élevage de crevettes pour le monde. Deux continents et 2 modes de travail qui n'avaient rien à voir, la Chine et la France, qui se sont rencontrés en 2006. Et parce qu'on a su trouver le moyen de travailler ensemble et de tirer le meilleur de ces 2 cultures et de ces 2 civilisations, on a été capable depuis 2006 de faire ça en fait. C'est des ventes multipliées par 3, une valeur de l'action et donc de l'entreprise multipliée par 10, et un développement qui continue à être permanent pour l'ensemble de la planète. Alors quand je dis on a réussi à se comprendre malgré nos différences, en fait c'est tout le travail autour de la culture, de la compréhension de ce qu'est la culture de l'autre et de comment travailler avec des gens qui sont complètement différents de nous en termes de réflexes, en termes de pensée, en termes de références, encore plus qu'en termes de langue. La culture, on la définit comme ça. Et là, je fais référence à un ouvrage que je vous recommanderai, du coup, pour approfondir le sujet, si ça vous intéresse, Culture Map d'Erin Meyer. Quelques-uns d'entre vous l'ont vu déjà en cours, dans vos cours passés, ou pas du tout?
Non? Ça va être 9? Ah bah super. Bon, s'il y en a qui l'ont vu à distance, n'hésitez pas à le signaler et à le commenter. Le premier postulat que j'ai envie de poser pour vous introduire ce sujet de la culture, c'est que on parle souvent dans les entreprises, il y en a plein qui mettent des valeurs et qui affichent des valeurs. Dans les boîtes où vous êtes en apprentissage, je suppose que vous avez des valeurs affichées quelque part. Forcément, vous avez une plaquette avec des valeurs. Il y a aussi des présupposés sur ah oui, mais un tel, il est comme ça, les attitudes qu'il a, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Mais finalement, tout ça, ces valeurs-là, ce qui est affiché, c'est difficile à réellement appréhender parce que ce qu'on voit, c'est uniquement le comportement. C'est uniquement ce que la personne veut bien nous montrer, le comportement visible. Et c'est le haut de ce qui est visible de la culture. Mais la culture, elle vient de plus profond. La culture, elle vient de notre civilisation, elle vient de notre spiritualité, de notre religion, du pays dans lequel on vit, du type d'éducation qu'on a reçu. Elle vient de plein de choses différentes. Et plein de choses qui sont enfouies et qu'on ne montre pas forcément, qu'on ne veut pas forcément montrer. C'est quelque chose d'assez difficile à appréhender, la culture. Chez nous, par exemple, au sein d'Adiceo, on l'a représenté comme ça. On a dit, bah, ok, on a des valeurs qu'on affiche, en effet. Mais les valeurs, c'était les mêmes valeurs, d'ailleurs, il y a 20 ans chez Ron Poulenc. C'est vraiment les racines de la boîte, c'est ce qu'on voudrait trouver dans la boîte. Mais ce que je vais voir de mes salariés, ce que je veux voir de mes salariés, c'est les comportements, c'est en haut. On dit chez nous que les valeurs, c'est nos racines et les comportements, c'est nos ailes, en fait. C'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va noter, ce qu'on va intégrer, ce qu'on va s'assurer qu'il soit visible pour que tout le monde puisse travailler ensemble. On a différentes cultures, dans tous les pays, dans toutes les civilisations, on a différentes cultures. Et quand on est face à des cultures qui n'ont rien à voir, par exemple, encore une fois, je vais reprendre mon sujet de la France et de la Chine, eh ben on a plusieurs choix qui peuvent s'opposer à nous. Je suis racheté par une boîte chinoise. Est-ce que je vais devoir m'adapter et faire comme les Chinois? Ou est-ce que je vais à l'inverse avoir une stratégie de poule, c'est-à-dire demander, ok, vous allez nous acquérir, mais maintenant, apprenez qui nous sommes et puis faites comme nous. C'est à vous maintenant de nous attirer plutôt. Ou est-ce qu'on va se dire, tiens, finalement, on va trouver un point de rencontre médian, on va faire chacun un pas pour définir une nouvelle culture, qui sera une culture d'entreprise et qui sera au-dessus, qui transcendra finalement les cultures de nos deux pays. Ou est-ce qu'on reste chacun de notre côté et on ne change pas et on est qui on est, on l'assume et on reste chacun de notre côté. Donc on a une stratégie dans comment est-ce que je gère l'interculturel dans une entreprise, comment est-ce que je vais gérer ces différences pour arriver à vivre et à travailler ensemble. Et en même temps, quand on aborde ce thème de la culture, très souvent, on a le risque de tomber dans le stéréotype. Ah bah oui, mais lui, il est chinois, alors il est comme ça. Ou lui, il est français, il est comme ça. Et ça, c'est les stéréotypes. C'est pas parce qu'on a une image et un savoir sur une histoire, une spiritualité d'un pays, etc., que tous les gens de ce pays sont pareils. Il y a d'autres choses qui forgent notre culture. Ce qu'a fait Erin dans son bouquin, elle a envoyé des millions de questionnaires sur plusieurs axes à des gens de plein de pays différents. Et elle en a tiré des sortes de courbes de Gauss, en fait, en se disant, dans ce pays-là, finalement, le rapport à la hiérarchie, à l'autorité, il est ressenti comme ça par la majorité des gens, avec ma courbe de Gauss, mon 80%. Mais je reconnais aussi, avec ma courbe de Gauss, qu'il peut y avoir des gens qui sont dans ce pays-là, qui sont de ce pays-là, mais qui ont des comportements différents. Et ça nous évite de tomber dans le stéréotype. Dans tout ce que je vais vous dire, c'est présenté sur les graphes, par exemple, sur les différences culturelles. Ce sont des différences statistiques qui sont vraies statistiquement, mais qui ne sont pas vraies le jour où vous rencontrez quelqu'un de cette nationalité. Puisque cette personne-là, elle est une personne à part entière, elle a potentiellement un comportement ou des pensées différentes. Elle a analysé ces millions de questionnaires sur, vous voyez ici, les 7 différents niveaux de comportement et de sujets qu'on peut traiter dans une relation au sein d'une entreprise, la manière dont les gens vont communiquer, vont partager avec les autres. Est-ce qu'ils vont prendre le temps de faire une très longue introduction, faire une mise en contexte, une explication, ou est-ce qu'ils vont être directement sur le sujet, sur le point précis qu'ils veulent aborder, sur la capacité
à évaluer la performance, à noter un collaborateur ou quelqu'un avec qui on travaille, un collègue, et à lui faire un retour négatif sur ce qu'il doit améliorer finalement. La facilité à le faire de façon très directe ou au contraire une grosse difficulté à le faire et en essayant de trouver des moyens détournés. Sur le rapport à la hiérarchie, est-ce que la société, est-ce que cette culture-là, elle est plus égalitaire ou très hiérarchique et normée? Sur le processus de prise de décision, à rechercher le consensus et l'accord de tous, ou à prendre une décision et à la faire appliquer de façon autoritaire, etc., etc. Et sur chaque axe, elle a positionné les différents pays avec des millions de questionnaires. Et ça nous donne ça. Alors, je vais commencer par la France. La France, statistiquement, on est positionné comme ça culturellement au sein des entreprises. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que je suis français dans la salle, je suis ça. Mais statistiquement, dans ma cour de gosse, 80% des Français vont plutôt réagir comme ça, avec un besoin, par exemple, en termes de communication, de faire une intro avant de démarrer une présentation, de donner du contexte. Tiens, d'où je viens, pourquoi je suis là, et puis ensuite, je vous présente le plan, puis après seulement, je commence à parler, ce que je viens de faire. Donc, je suis dans la statistique, on va dire. Le rapport et la capacité à donner du feedback, pas de problème pour dire à quelqu'un qu'il est mauvais. Hein. Tiens, je te dis, bah voilà, bah non, bah là, t'as pas réussi, t'es mauvais, et je le dirai, j'aurai pas de problème à le faire. Le rapport à la hiérarchie, où on a ce rapport un petit peu, vous voyez, je suis pas non plus à l'extrémité de la hiérarchie. On aime bien la hiérarchie, mais en même temps, on aime bien aussi un petit peu la contester. Donc on est, voilà, on est à ce niveau-là. Et associé à ça, souvent la hiérarchie, il y a le côté top-down je vais donner une instruction et je voudrais que cette instruction soit faite. On a cette prise de confiance et cette confiance qu'on donne ou qu'on ne donne pas dans la personne en la basant soit plutôt sur des tâches, soit sur du relationnel. Et là, on est pile entre les deux. On a besoin, pour faire confiance, que les choses soient faites, mais aussi, on a besoin d'un certain relationnel. Et quand on n'est pas d'accord, alors là, on est statistiquement complètement à gauche dans la confrontation, avec le fait de s'énerver et militer pour dire qu'on n'est pas d'accord et l'exprimer fortement. Et enfin, sur le rapport au temps, là aussi, on est un petit peu au milieu. Quand on est sur un projet, on aime bien que l'échéance soit tenue, mais en même temps, on aime bien négocier l'échéance aussi, avoir un petit peu de flexibilité. Et alors, si je pose la Chine par rapport à ça dans le questionnaire, forcément, la première fois où on se rend compte, c'est compliqué quand même. Parce que, par exemple, sur la gestion d'un désaccord, où on va nous présenter un plan d'intégration, on va nous dire, maintenant, dans l'organisation, les deux sociétés vont être fusionnées, et donc, toi, tu vas faire ça, et toi, tu vas faire ça. S'il y a un désaccord, nous, on va pas, et qu'on ne connaît pas la culture de l'autre, on va y aller à fond, hein, dans la confrontation, en pensant que tout le monde est comme nous, alors qu'en face, 80% des Chinois, ils sont plutôt dans éviter la confrontation, contourner. L'expression qu'ils ont, c'est que quand l'eau, elle veut pousser la pierre, elle casse pas la pierre, elle la contourne. Donc on est dans, typiquement, éviter la confrontation. Et donc quelqu'un qui serait dans la confrontation autour d'une table avec des Chinois, il serait perçu immédiatement comme impoli, rustre, pas professionnel, parce qu'il confronte, il ne cherche pas à éviter la confrontation. Alors les cultures, elles sont aussi beaucoup inspirées de la spiritualité et de l'histoire. La plaque asiatique, elle est quand même très influencée, toute la plaque asiatique, par 6000 ans avant Jésus-Christ, le Bhagavad Gita, derrière l'hindouisme, derrière le bouddhisme, derrière le taoïsme, le confucianisme, etc. Et toutes ces spiritualités-là qui se sont succédées, par exemple, sur cette plaque, elles sont basées autour de le strict respect de la hiérarchie, la recherche du consensus, etc. Étonnamment, dans les questionnaires aujourd'hui, même si les gens ne savent plus ou même si les gens ne savent pas d'où viennent leur spiritualité, la manière dont ils ont été éduqués certainement a influencé leur culture. Et c'est ce qu'on retrouve là finalement. Une Inde et une Chine qui nous paraissent très éloignées et pourtant, sur la partie statistique, encore une fois, pas de l'individu, mais sur la partie statistique, assez proche parce que venant finalement d'un petit peu de la même histoire et même spiritualité. Et alors les États-Unis, les tensions entre les États-Unis et la Chine, si je prends à l'opposé, là c'est encore plus flagrant qu'avec la France. Forcément, il y a des difficultés de discussion et de relations internationales. Quand statistiquement,
encore une fois, la Chine ne fait confiance et ne croit que dans la relation individuelle et que les États-Unis ne croient que dans les faits et les actions, ça va être compliqué de développer une confiance commune tant qu'on reste chacun sur nos positions. Alors, deux petits mots en chinois pour vous illustrer ça. Le premier, c'est le mianzi, qui est tout ce qui tourne autour de l'harmonie et du respect. Le mianzi, c'est cette recherche permanente de ne jamais mettre en difficulté l'autre en face de nous quand je suis dans une réunion, quand je suis dans un meeting, quand je suis dans un suivi de projet, par exemple, pour reprendre vos thèmes, ou même un chantier qui se passerait mal. Jamais déstabiliser et jamais mettre à mal l'autre, même si je sais pertinemment que c'est l'autre qui a tort. Parce que ça fait plus que perdre le projet, ça fait perdre toute la relation sur l'avenir aussi et les futures relations. Il y a une très très longue mémoire en Chine, c'est un peuple qui a une très très longue mémoire. Cette recherche d'harmonie, comment la gérer? Nous, on a choisi chez Adiceo que chaque culture connaisse l'autre et que chacun fasse un pas vers l'autre. Et donc, on essaye, chez nous, par exemple, de dire à nos équipes françaises, dans la première chose, c'est le titre. Quand vous vous présentez, je ne sais pas si vous avez déjà interagi, par exemple, avec la Chine, avec Singapour, avec certains d'entre vous ont eu dans des boîtes internationales ou pas? Certains? Ou l'Asie? Non? Ou familialement d'ailleurs? Ouais? Ok. Et vous savez, quand on se présente, du coup, on donne la carte visite à deux mains, en s'inclinant, et puis on passe du temps à lire la carte de l'autre. Ben ça, c'est rien que pour montrer du respect, en fait. Prendre le temps de lire la carte, de rester sur la carte un long moment, pour montrer du respect à l'autre. Et puis, toujours faire attention à avoir les mêmes titres. Si on a un titre supérieur à l'autre, eh ben, sur notre carte de visite, eh ben, on va essayer à la limite de le baisser pour qu'on soit tous les deux au même niveau, qu'il n'y en ait pas un au-dessus de l'autre dans cette relation qui naît commercialement. Toujours prêter attention. Vous aurez toujours une tasse de thé, par exemple, en Chine, avec de l'eau chaude. Et dès que et chacun surveille que l'autre ne manque jamais de thé, par exemple, pendant la réunion de travail, et va servir l'autre. On a aussi pas de conflit. Alors, pas de conflit, ça prend énormément de temps, du coup, parce que pour qu'il n'y ait pas de conflit pendant la réunion, il faut les résoudre avant. Donc, globalement, une réunion importante, par exemple, de chantier, nous, on a construit une usine en 2022 dans la ville de Nanjing, une usine de chimie dans la ville de Nanjing. Et ben, sur la réunion, par exemple, de direction de projet, avant les comités de projet, il y a 20 réunions et coups de téléphone pour être sûr que tous les sujets soient traités avant et que quand il y a la réunion, il n'y ait pas de conflit autour de la table qui naisse. L'autre terme important, je vous en ai pris deux, c'est le guangji. Et le guangji, c'est tout ce qui est le réseau relationnel. Alors ça peut être très mal compris si on ne prend pas le temps de plonger dans ce que c'est en fait, puisque le réseau, les relations, ça fait penser à copinage, ça fait penser à backsheesh, à non-compliance, etc., bribery ou tout ça. Pas du tout. Le guangji, c'est l'importance qu'on donne à la relation avec l'autre dans le temps. Moi, ça m'a pris 5 ans, par exemple, de travail avec la Chine avant d'obtenir et mon nom chinois et mon intégration dans un réseau, en fait. Et si on n'est pas dans le réseau, on a du mal à travailler. Et ce n'est pas un réseau qui va faire des échanges de services personnels. C'est un réseau qui fonctionne pour le bien de l'entreprise avec un peu comme une table de compta, avec débit-crédit, et dans lequel on ne doit jamais être en déséquilibre. Donc et qui aide aussi au compromis finalement. Si un m'a aidé dans une difficulté, je dois immédiatement l'aider, sinon je perds la face, sinon je suis plus crédible dans les prochains projets. Et donc on est dans un réseau d'échanges comme ça, débit-crédit, qui va s'installer dans la durée et qui est aussi la base, comme on a vu statistiquement, qui est la base de la création de la relation de confiance qu'on va pouvoir avoir au sein... dans le travail et au sein de différents projets. Il y a aussi une chose importante dans le réseau, c'est qu'il vient, c'est dans le temps, dans la durée, et ça ne repart pas une fois que c'est acquis, quelque part. Et donc, vous avez, par exemple, dans les collaborateurs qu'on peut avoir en Chine, on va avoir
à la fois des gens qui sont dans le réseau des anciens élèves de Nanjing, donc, ce qui correspondrait par exemple à une alumni chez nous, mais aussi le réseau de ceux qui ont travaillé dans telle boîte avant, et puis le réseau de ceux qui ont leurs parents qui sont dans telle ville, et puis etc. Et en fait, chaque personne est intégrée comme ça dans plusieurs réseaux, et à chaque fois, les gens, quand ils vont se recroiser, sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on va retrouver cet équilibre qui va se mettre en place. La première question qu'on vous pose quand vous entrez dans une équipe projet, par exemple, en Chine, c'est avec qui tu as déjà travaillé et qui tu connais en Chine, en fait. L'élément suivant, que je voulais partager avec vous, c'est la notion de biais culturel. On a tous, quand on ne connaît pas quelque chose et qu'on le découvre pour la première fois, le risque de l'interpréter avec ce que nous, on est. Mon origine, elle est comme ça, je viens de tel endroit, j'ai eu telle éducation, je crois en tel truc, en telle spiritualité. Et ben, du coup, je suis formaté d'une certaine façon. Et si je ne fais pas gaffe, tout ce que je vais interpréter avec le filtre de d'où je viens et de ce que moi, je crois. Et souvent, ça conduit à des grosses erreurs, parce que les autres ne pensent pas forcément comme nous, et on ne prend pas le temps d'aller chercher. Là, par exemple, je vous ai mis 2 photos. Et je vais faire un petit sondage. Qui a entendu parler de la route de la soie? OK. Et qui a entendu parler de la ceinture et des routes? Donc pour la route de la soie, on a quasiment tout l'amphi qui lève la main. Et je dis ça pour les gens qui nous regardent via le live. Et pour la deuxième proposition, quasiment personne. Donc en fait, la route de la soie, c'est la vieille appellation historique à l'époque des empereurs en Chine. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le bouquin, on n'a pas de train ou d'avion, hein, on va voir des chameaux qui traversent des déserts. Les Occidentaux, quand on a commencé à voir arriver les exportations de produits chinois en Europe, par exemple, journalistes, les Occidentaux, ils disent « Ah, route de la soie ». On en a entendu parler il y a quelques millénaires, donc ça doit être la même chose, route de la soie. Et en fait, tout le monde vous parle de la route de la soie. La politique de la Chine, qu'il communique et qu'il n'arrête pas de répéter, c'est la ceinture et les routes. Donc c'est plus la même, parce que le besoin n'est plus le même. Mais parce qu'on a notre biais, notre histoire, etc., on a réinterprété quelque chose avec nos mots, avec ce qu'on connaissait, sans écouter ce que disait l'autre, en fait. Et donc cet exemple est intéressant pour illustrer ça, parce que la ceinture et la route, ça ne veut pas dire exporter, ça veut dire la ceinture, protéger la Chine et fournir à l'intérieur de la ceinture tout ce dont elle a besoin, et pour ça, construire des routes pour approvisionner la Chine de tout ce dont elle a besoin. C'était une notion de sécurisation, finalement, du territoire et des besoins de la Chine. Même question ici, ce symbole, d'après vous, du coup, qui pense que c'est le yin et yang? Voilà, maintenant, vous aurez vu le piège, je pense. Et qui pense que c'est yin-yang? Voilà, il y en a 2 qui ont vu le piège. Vous avez le droit de répondre. Non, voilà. En fait, pareil, ce symbole, partout, vous le verrez, chez nous, en Occident, c'est écrit yin et yang. En Occident, on a une culture qui oppose, on a une culture duale. On dit le bien et le mal, le noir et le blanc, etc. On oppose toujours, en fait. La philosophie, la spiritualité asiatique, c'est le un. Tout est à l'intérieur. Donc il n'y a pas le et. C'est le yin-yang. Voilà. Et notre interprétation, notre biais cognitif d'interprétation de l'histoire, parce qu'on n'a pas assez écouté ce qui a été dit et qu'on avait notre biais, qu'on s'est laissé prendre par notre biais. 2 petits exemples pour vous dire, attention, quand on interagit en interculturel, extrêmement important de se débarrasser de ces biais cognitifs et d'écouter, de prendre le temps d'écouter l'autre. C'est le résumé sur cette partie culture, avant d'approcher sur comment est-ce qu'on le gère dans une boîte plus concrètement. En résumé, quand on travaille avec des équipes internationales, quand on travaille sur des projets internationaux, 5 règles clés. L'écoute active, réellement écouter avec attention, regarder, observer, écouter ce que l'autre dit. Reformuler et faire reformuler. J'ai compris que tu m'as dit ça. Est-ce que tu peux redire ce que je t'ai dit pour vérifier que tu as bien compris?
Poser des questions systématiquement et le plus possible ouvertes. Parce que sinon, quand on ne comprend pas, quand on est aucun des deux pays n'est dans sa langue natale, bah, le plus simple pour ne pas faire de peine au chef, c'est de dire oui, yes, c'est le yes, yes. Donc des questions ouvertes, ça permet d'éviter ça aussi. Expliquer ce qui nous semble évident. Et l'expliquer avec, dans l'expression, c'est de façon colorée, de façon imagée. Essayer de donner des images autour. Parce qu'il y a des choses, on va dire, bah ça, il a forcément compris. C'est implicite. Bah non, il n'y a rien d'implicite à l'international. Il faut tout expliquer, et si possible, avec des images. Alors, comment ça se gère en entreprise derrière? Alors d'abord, ça se gère avec une direction ressources humaines internationale qui a un petit peu une finalité, une organisation différente. Pourquoi? Parce que traditionnellement, le mot ressources humaines, c'est un mot que, personnellement, je déteste, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ressources. Quand vous êtes sur un chantier ou dans un projet, ressources, c'est quoi? C'est le nombre de grues, la quantité de matériel qu'il faut. C'est, dans une usine, ça va être les emballages, les pièces détachées. Ça, c'est des ressources. Comment est-ce qu'on peut coller le mot ressources au mot humain? Donc, l'inventeur de ce mot, je ne sais pas qui c'est, mais c'est une abomination. Il y a certaines sociétés en France, comme le groupe Michelin, ils n'ont jamais appelé leurs équipes ressources humaines, ils les ont toujours appelées direction du personnel, et c'est très bien. Ils gèrent du personnel. Donc là, ressources humaines, chez nous, on l'a traduit différemment. On a appelé ça les richesses humaines. Parce que quand vous êtes dans une entreprise internationale, on ne peut considérer l'humain que comme quelque chose de riche, d'unique et de différent, de par, déjà, sa diversité culturelle. Et ça induit toute une organisation derrière, ça induit une mission différente pour la fonction RH. Ça va être une mission qui va faire appel à l'inclusion, qui va avoir un but de créer une boîte qui soit capable de fonctionner de façon inclusive. Et non pas de façon diversité en soulignant ce qui est bien ou pas dans chaque culture ou dans chaque différence, non, mais réellement inclusive, c'est-à-dire en acceptant toutes les différences sans se poser de questions ni les juger. Et derrière, on retrouve la mission sur cette base-là, comment le faire, avec toujours cette combinaison d'arriver à avoir les compétences dont la boîte a besoin, pour le business dont elle a besoin, et en même temps qui répondent aux aspirations de chacun, et arriver à faire ce mix. Et ça, on le gère avec 4 missions principales. On le découpe ensuite en organisation chez nous autour de 4 axes. La première, c'est on dédie beaucoup de personnes à gérer les talents et les managers de talents. Donc un talent, c'est un être humain dans l'entreprise, ce n'est pas quelqu'un de spécial, c'est un être humain d'entreprise. Donc à gérer les talents et les managers des talents, et en proximité, s'assurer que nos gens soient bien gérés par leur chef et que ça se passe pour le bien de l'entreprise, mais aussi pour le bien des personnes. En se basant sur, vous vous souvenez le premier slide avec les comportements, qui sont nos ailes et les racines, les valeurs, donc en s'assurant que ces comportements sont au service d'entreprise et sont diffusés partout, compris partout. En assurant le business, le support au business. Le support au business, c'est tout ce qui va être la compréhension des spécificités de ce que veut faire l'entreprise en termes de projet, de développement, de performance, et aller chercher des solutions avec des gens pour le faire. Et puis enfin, en accélérant tout ce qui est notre responsabilité sociale et sociétale, à travers une gestion très stricte de tout ce qui est mode de travail et respect des législations, mais aussi en assurant les meilleures conditions de travail possibles pour les collaborateurs dans tous les pays où on est implanté, et aussi pour leur famille et l'environnement où on est implanté. On gère ça en RH à 3 niveaux. On a des gens qui sont sur le terrain, proches des salariés, proches des managers, dans chaque pays, du pays également, pour bien comprendre les spécificités de chaque pays. On appelle ça les HR Business Partners. Ils sont terrain, en proximité, ils connaissent à la fois la culture, le pays, les personnes et le business local. Et ils peuvent s'appuyer sur un pool administratif qui va gérer tout le back-office administratif, et puis un pool d'experts qui va gérer tout le savoir RH spécifique, très technique. Et on fait ça
Alors en termes d'organisation, oui, dans une boîte internationale, on est sur l'axe entre hiérarchique et égalitaire. Ben forcément, il y a de la hiérarchie, mais on doit aussi pouvoir travailler hors hiérarchie parce que tous les pays n'ont pas le même rapport à la hiérarchie. Et donc finalement, on va être plus dans un management par l'envie que par l'ordre hiérarchique. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité et le CODU. Subsidiarité, c'est si quelqu'un est plus compétent que moi à un niveau inférieur dans l'organisation, c'est lui qui prend le lead et c'est lui qui fait. Parce que j'aurai aucune valeur ajoutée. Et je ne me substitue pas, c'est parce que je suis chef, c'est moi qui vais faire ou prendre la décision, puisqu'il saura mieux sur le terrain. Ça, c'est hérité typiquement du fonctionnement des armées. Et puis le CODU, c'est le faire ensemble. C'est à partir du moment où on est ensemble dans un projet, ben, quel que soit le rattachement hiérarchique, on bosse ensemble et on se donne un coup de main l'un l'autre. Maintenant, le dernier point que je voulais partager avec vous, c'était la partie leadership. Quel type de leader, quel type de chef, en fait? Est-ce qu'il y a un modèle de chef pour gérer une entreprise internationale? Est-ce qu'il y a un modèle à apprendre, à découvrir dans un livre ou pas? Alors, petite réponse déjà. Il y a autant de modèles de leadership que de livres sur Amazon. Donc, il doit y avoir à peu près, j'ai fait une recherche la semaine dernière, et 60 000 livres en ligne qui parlaient du leadership sur Amazon. Donc, il doit y avoir 60 000 auteurs qui ont décrit le modèle parfait de leadership à suivre. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de modèle, en fait, pour vous donner la réponse tout de suite. Il n'y a pas de modèle, mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir à l'inverse, quand on a un chef. Il n'y a pas de modèle, c'est-à-dire que chacun... Je vais vous partager quelques exemples de leaders. Ça, c'est un leader, par exemple. On a un leader, là, sur le bateau, qui est le seul à regarder où il va. Et toute son équipe, elle est de dos. Et elle rame sans savoir où elle va. Mais elle a confiance dans ce mec devant, là, qui est le seul à savoir où il va et à leur dire où aller. Et elle a une confiance absolue. Ça, c'est un type de leader. Et puis, il y a le leader qui va être... très loin en avant de son équipe, en éclaireur. Donc il va partir tout seul, il n'est jamais avec son équipe, il est devant, il est tout seul. Pourquoi pas? Et puis on a le leader qui manage son équipe avec humour et puis des petits plus, comme là c'est le leader donut par exemple. Donc il va engager son équipe, il va y avoir les gens qui vont être contents de bosser avec lui, puis parce qu'à chaque fois il amène des donuts dans la salle où il travaille. Et puis on va avoir le leader très cérébral, très expert, qui va avoir besoin de travailler tout seul dans son coin, de faire ses schémas, être sûr de là où il veut aller. On peut avoir aussi un leader qui est un showman sur scène et qui va, ou une showwoman d'ailleurs sur scène, et qui va entraîner toutes les équipes tout seul en étant sur scène. Ou on a le leader militaire qui va venir du rang, qui va être un soldat, qui va avoir grandi et qui va être en mesure d'entraîner ses équipes parce que lui aura fait le boulot sur le terrain avant. Ou encore le leader qui va prendre soin de chaque individu, un par un. Il ne va jamais tous les réunir dans une salle, mais il va à chaque fois être très attentif à comment ils se sentent, à les accompagner dans tous les moments. Tous ces leaders-là, ils sont bons pour l'international. Tous ces leaders-là, ils peuvent bosser à l'international. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le seul truc qu'on va imposer aux leaders, c'est ça. Vous avez entendu parler de... éthique et conformité ou compliance peut-être dans vos groupes. Vous avez dû, pour la plupart, au moins signer une charte ou avoir un module en ligne. Je ne sais pas si... combien d'entre vous ont déjà vu ce qu'était la compliance ou la conformité? Pas tant que ça quand même alors. Pas tant que ça. Oui quand même. Donc compliance ou conformité, c'est quoi? C'est le respect des règles. Le respect des règles sur 3 volets. Le respect des règles par rapport à la manière dont on va traiter les gens, respecter l'intégrité des gens, l'intégrité de l'environnement, ne pas faire de harcèlement, ne pas faire travailler d'enfants. Voilà, le respect de règles, le respect de l'environnement aussi, ne pas polluer volontairement l'environnement avec notre activité. Toute cette première partie-là, c'est une première brique qu'on appelle plutôt l'éthique, qui est intégrée dans des règles de compliance ou de conformité des entreprises. La deuxième, c'est l'intégrité du marché. Ne pas donner d'enveloppe pour obtenir un contrat, ne pas donner d'enveloppe à un douanier pour libérer un container et qu'il soit livré plus vite, ne pas se mettre d'accord avec un compétiteur pour fixer un prix. Tout ça, c'est l'intégrité de la manière dont on fait du marché.
dont on fait du business sur le marché, dont on va signer des contrats. Et c'est le deuxième pilier, la deuxième ligne rouge à ne pas franchir pour être un leader. La troisième, c'est la protection de toute la valeur ajoutée et de tout le capital de la boîte, que ce soit en termes de savoir, de brevets, de secrets industriels, protéger toute la valeur de la boîte. Donc, protection des personnes et de l'environnement, protection du marché, de la manière dont on fait le marché, du business, et protection de la valeur de la boîte. Et ça, c'est les trois piliers sur lesquels tous les types de leaders précédents sont bons, et chacun doit être un leader comme il le sent et comme il l'est. Il ne doit pas se forcer à être quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. À l'inverse, le premier qui franchit cette ligne-là doit être immédiatement éjecté de l'entreprise. Immédiatement éjecté de l'entreprise, il y a cette citation que j'aime beaucoup, qui dit, de Gunther Whittaker, qui dit « La culture d'une organisation est définie par le pire comportement que l'organisation est prête à accepter. » Il suffit d'une seule personne avec un mauvais comportement et c'est tout, ça rejaillit sur l'ensemble de l'entreprise. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tolérer un non-respect d'une mesure de compliance, de conformité ou d'éthique dans une organisation. Un, parce que éthiquement et en termes de valeurs humaines, c'est bien de le faire, de ne jamais accepter ce genre de choses. D'abord, c'est bien humainement de le faire. Et deux, parce que depuis les années 2000, c'est punissable en extraterritorialité par de grandes puissances, comme les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, et que toute entreprise qui aurait un seul cas de ce type peut se voir immédiatement couler par un procès et disparaître, même si elle est en parfaite santé financière. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et avant de laisser la place à vos questions, et terminer sur une petite citation de Saint-Exupéry, qu'on connaît comme auteur du Petit Prince, forcément, mais qui est aussi auteur de nombreux ouvrages, dont Lettre à un otage, et qui dit « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Voilà, donc si c'est le message que j'aurais pu vous passer en termes de respect des cultures, des différences, et de s'enrichir de ces différences-là, le boulot aura été fait aujourd'hui pour moi. Merci. Donc, on va passer aux questions. Donc, je rappelle pour ceux qui nous regardent via le live, à envoyer vos questions à causerie@idfc.fr. Dans la salle, vous levez bien la main. Donc, j'imagine que vous en avez parce que je rappelle peut-être pour M. Siguier qui n'est pas au courant, vous faites voilà, une mission à l'international dans le cadre de votre cursus et potentiellement des gens qui seront amenés à partir voilà, dans le cadre de votre entreprise d'apprentissage. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des questions. Levez bien la main. J'apporte le micro. Bonjour. Merci Bonjour. pour la causerie. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que toutes les cultures peuvent travailler ensemble ou est-ce que vraiment, des fois, la différence est telle que c'est impossible de travailler ensemble? Très, très bonne question. Toutes les cultures peuvent travailler ensemble. J'en suis convaincu. Moi, dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé notamment pas mal en Europe sur la partie pays de l'Est, mais aussi en Asie, au Japon, en Inde, en Thaïlande, et puis aux États-Unis, au Mexique. Je suis convaincu que toutes les cultures peuvent travailler ensemble à partir du moment où on a des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont envie de le faire. Voilà. Et c'est un peu comme le leadership, quelque part. Si on n'a pas envie, il ne faut pas se forcer, quoi. Il ne faut pas y aller dans une organisation internationale. Parce que ça demande cet effort-là de prendre le temps de comprendre l'autre, d'écouter l'autre, de s'intéresser à l'autre. Et donc, si on n'a pas envie, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas une obligation non plus de bosser à l'international. À l'inverse, quand on fait cet investissement-là, c'est un tel retour sur investissement, un tel bonheur. Enfin, pour ceux qui aiment, c'est juste fabuleux. Donc, voilà. Je suis convaincu que toutes les cultures peuvent travailler ensemble. Le plus il y a d'écart, le plus c'est riche, le plus on s'enrichit. Parce que le plus on va découvrir de choses. Bonjour. Bonjour. Merci pour la causerie. Moi, j'avais une petite question par rapport à ce que vous avez dit sur le leadership. Je trouve que c'est assez intéressant ce que vous dites, mais je trouve que c'est surtout purement théorique. Parce que ce qu'on retrouve dans les grandes entreprises internationales, notamment des entreprises qui travaillent en Chine,
ne respectent pas forcément ce que vous avez dit, notamment sur la partie éthique et protection de l'humain. Et dans ce cas-là, ces entreprises n'ont pas coulé et continuent d'exercer leurs activités malgré ce leadership un peu bancal, si je puis me permettre. Donc, ce n'est pas sur la partie diversité du profil de leader, c'est vraiment sur la partie éthique et conformité la question. Hein. Oui. Ok, très bien. Bon, moi, je suis convaincu que les entreprises qui ne le respectent pas, elles vont couler si elles n'ont pas encore coulé. Je vais juste prendre un exemple, et puis après, je vais reprendre plus précisément, mais juste prendre un exemple. Vous avez entendu parler du cas très médiatisé d'Alstom, peut-être, quand Alstom a été racheté par GE. Vous en souvenez de celui-là? Alors, est-ce que vous avez suivi le pourquoi il y a eu ce rachat à la fin? D'où ça venait? Frédéric Pierucci, son aventure. Frédéric Pierucci, cadre d'Alstom, expatrié à Singapour. Il a commis un paiement illégal pour un pays dans la zone ASEAN. Les États-Unis, qui ont une loi d'extraterritorialité, ont identifié ce paiement-là. Ils l'ont arrêté à son voyage suivant aux États-Unis, sur le sol américain. Quand il a atterri, il arrivait en voyage d'affaires. Il est sorti de l'avion, il a été jeté au sol et menotté, mis en prison. Et ça a duré 18 mois de prison dans un premier temps. Après, il a fait 18 mois de plus. Mais pendant ces 18 mois de prison, ça a été l'outil de pression pour obtenir la vente d'Alstom à GE. Et ça a coulé Alstom. Un paiement frauduleux. Donc je suis persuadé que les entreprises qui aujourd'hui ne le respectent pas, si elles ne sont pas encore faites prendre, tant mieux pour elles, à la limite. Enfin, moi, je n'irai pas bosser dans une boîte comme ça, en tout cas. Donc, elles auront du mal aussi à attirer des talents internationaux. Et deux, le jour où elles se font prendre, de toute façon, elles meurent. C'est fini. Alstom, c'était une belle boîte. Boum. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Avec un cas. Après, c'est une question de volonté de dirigeant. Ça peut être très différent. Je suis entièrement d'accord. Nous, par exemple, tout ce que je vous ai raconté là, par exemple, sur le leadership, sur l'éthique et la compliance, ça fait partie de notre programme d'intégration. Je fais le même pitch sur scène à tous mes nouveaux arrivants dans le monde. On fait 3 sessions par an. Et je leur fais le même pitch sur le leadership, l'éthique, la compliance. Et je leur dis, il vaut mieux que vous perdiez 1 million d'euros de contrat plutôt que de faire une mauvaise action de compliance. Voilà. Parce que vous ne serez jamais puni pour 1 million d'euros de contrat perdu. Par contre, une action non-compliante, c'est dehors. Et il n'y aura pas de discussion. Et donc, en fait, si l'équipe dirigeante a envie, ça se fait. Voilà. Et après, il y a des grosses différences aussi par secteur d'activité en termes de maturité. Ça, c'est vrai aussi. Vous avez des secteurs d'activité qui ont commencé ça il y a 30 ans. Et puis, il y a des secteurs d'activité qui se sont réveillés il n'y a que 2 ans. Ah oui, tiens, il faut qu'on s'y intéresse. Et donc, ils commencent à peine. Donc, il y a des maturités très différentes, c'est vrai aussi. Mais même la France, d'ailleurs, a bougé très récemment là-dessus. Puisqu'en fait, ça date d'une loi de 2000. C'est-à-dire que jusqu'en 2000, en France, ça n'était pas punissable, légalement. Donc en fait, c'est tout récent. Enfin voilà, toutes les entreprises qui ne sont peut-être pas encore mises, mais en tout cas, je suis convaincu que celles qui ne s'y mettront pas à respecter strictement ces règles-là, elles disparaîtront sur le plan mondial, sur la compétition mondiale. Merci. On a une question via le live. Donc bonjour. Donc c'est un apprenant d'un autre centre peut-être. Sachant que l'élevage de viande bovine émet 25 mégatonnes de CO2 par an, comment assurez-vous un respect éthique de l'environnement chez Adiceo? Quelle est votre position à ce sujet? C'est une excellente question. Question d'Adrien. Excellente question. Donc, 2 choses. L'émission de CO2 par l'élevage, 100% d'accord. Alors, je vais aller un peu plus dans le détail sur ce qu'on fait chez Adiceo, du coup, en termes de type de produit. D'abord, premier point, performance dans la nutrition. On ne nourrit pas l'animal, mais on rajoute dans ses ingrédients un acide aminé de synthèse qui existe dans la nature, mais pas en quantité suffisante. Ce qui fait que l'animal, naturellement, quand il va consommer un végétal, il va en rejeter 50% dans la nature, gâché, non utilisé, non digéré. Quand on rajoute la méthionine, il va, à l'inverse, utiliser et consommer jusqu'à 100% de ce qu'il aura ingéré. Et donc, on a besoin de prélever moins de végétaux dans la nature, dans le cycle, pour avoir le même effet positif sur l'élevage. Donc, on réduit le prélèvement de végétaux dans la nature. Et 2,
On réduit en plus les émissions, puisque une grosse partie des émissions de l'élevage, vous le savez certainement, du coup, vu la manière dont il formule la question, ce sont les émissions de gaz émis par les animaux. Eh bien, il y a moins de rejets et moins de gaz émis, puisque la performance de la digestion est meilleure. Voilà. Et en parallèle de ça, on a un autre travail qui est la bascule de la méthionine de synthèse vers des probiotiques et un mix de probiotiques, d'enzymes, de ferments pour se substituer à un horizon 10-20 ans, finalement, à cette production d'acides aminés de synthèse qui est plus artificielle. Une question dans la salle? J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui levait la main. Bonjour, merci pour votre présentation et vos réponses. Pour rebondir sur la question des cultures de mon camarade, je me permets de rebondir dessus avec un exemple plus médiatisé encore que celui d'Alstom actuellement. Pensez-vous que des gens qui travaillent en France actuellement, avec les mœurs, etc., qu'on a et notre culture, peuvent aller travailler en Asie de l'Est, comme en Asie de l'Est, où le mot-maître est l'efficacité et on ne compte pas nos heures, l'âge de la retraite est différent, etc., surtout sur la retraite. Alors sur la retraite, le problème de l'âge de la retraite, c'est un problème qui occupe beaucoup de pays, et notamment les pays qui ont une pyramide des âges qui s'inverse. Et alors typiquement, bon sujet, la Chine. Puisque en Chine, contrairement à ce qu'on peut penser, ils partent plutôt que nous à la retraite déjà. Parce que les femmes partent à la retraite à 55 ans en Chine et les hommes à 60 ans. Voilà. Donc ils partent beaucoup plus tôt que nous. Donc, et en fait, ils ont la même problématique. Comment je finance ma retraite? Ils ont à peu près le même système de retraite. Comment est-ce que je vais faire? Donc ils sont dans les mêmes questions que nous aujourd'hui, mais avec des âges de départ beaucoup plus tôt. Et je voudrais juste en profiter pour dire, attention, là aussi, sur la partie stéréotype qui peut être créée par ce que relaient les médias qui, des fois, ne vont pas dans les pays et ne savent pas ce qui s'y passe, en fait. On a toujours ce biais-là. Typiquement, sur les conditions de travail et de salaire, aujourd'hui, un ingénieur agro en Chine avec 5 ans d'expérience a un salaire supérieur à un ingénieur agro français avec 5 ans d'expérience. Donc, le fait de dire, ouais, la Chine, pas cher, etc., oui, c'était vrai, mais ça, c'était il y a 20 ans, quoi. Ça a changé, c'est plus le même pays, quoi. Et la Chine, comme nous, on l'a fait, hein, d'ailleurs, dans la deuxième phase d'industrialisation, hein, la Chine sous-traite ses productions bas coût à d'autres pays qui ont de la main-d'œuvre pas chère. La Chine n'a plus les moyens, avec les salaires qu'ils ont, de faire du bas coût. Donc, en fait, on est... sur cette partie-là de finalement grosse différence, mais il n'y a plus tant que ça de différence finalement hein, dans nos modèles. Il n'y a plus tant que ça de différence. Alors après, il reste des zones à très bas coût, toujours de salaire et de revenus, mais plus dans la zone Laos, Vietnam, dans cette partie-là, en fait, hein, de l'Asie. Mais la Chine a largement rattrapé l'Occident, quoi. J'en profite, n'hésitez pas à aller voir. On a eu une causerie sur le sens critique, la désinformation et l'information, comment gérer justement la mésinformation et la désinformation. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Une question dans la salle encore? J'arrive. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'avais une question également par rapport à l'intégration culturelle. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'on ne mettrait pas de côté quelque part notre culture afin de s'intégrer à l'international en fait dans ce nouvel environnement et ces entreprises, afin d'être homogène avec les valeurs de l'entreprise, etc. Est-ce qu'on ne mettrait pas notre culture de côté un petit peu? Je vais répondre comme pour le leadership, faut pas, si on veut être bon dans son boulot, il ne faut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Voilà. Sinon, ça ne marche pas en fait. Et donc, comprendre l'autre, le respecter, ça ne veut pas dire oublier sa culture. Et quelque part, l'autre en face, il n'a pas envie de voir quelqu'un qui fait comme un Chinois, quoi. Il a envie aussi de voir quelqu'un qui va lui expliquer sa propre culture, quoi. Et là d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça, etc. Donc je dirais non, on se renie pas, et on ne doit pas se renier. Et par contre, on doit prendre le temps d'écouter et de respecter l'autre, en fait. Mais c'est à double sens, l'autre doit aussi nous respecter.
Il n'y a pas de raison que ce soit que dans un sens. Hein. Donc non, restons authentiques et conservons notre culture. Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir au niveau des acides aminés dont vous parlez, en quoi vous parlez de 100% absorbés. Je voulais savoir en quoi, en fait, dans les muscles, dans la graisse. Oui, alors on va atteindre les limites de mon domaine de compétences en qualité de RH de cette entreprise. Mais quand je dis 100%, c'est une caricature, c'est-à-dire que chaque espèce va avoir un taux différent, hein, et ça va dépendre du dosage qu'on va mettre aussi dans les aliments et du type d'aliment. Donc on ne va jamais atteindre complètement le 100%, mais on va s'en rapprocher. Et ensuite, en fait, c'est cette petite clé dans l'estomac qui va amorcer la transformation en protéines animales. Okay. Et pourrait-on l'appliquer au futur à l'humain, en fait, aussi parce qu'en soi, c'est l'humain qui pollue réellement, du coup. Oui. C'est une bonne question. Il n'y a pas de projet ou de volonté aujourd'hui de l'appliquer à l'humain. Parce que l'humain n'ingère pas que des végétaux, en fait, aujourd'hui. Mais c'est vrai que, typiquement, dans ce qui est protéines alternatives pour les poudres qui sont distribuées dans les pays où il y a de la famine, pour se substituer à des aliments qui n'existent plus. Là, ça pourrait faire un intérêt pour sauver des peuples finalement et avoir moins d'utilisation de ces protéines alternatives et une meilleure digestion, une meilleure consommation. Donc ça peut avoir, on pourrait plutôt l'envisager pour l'humain sur un usage humanitaire. Ça pourra faire le sujet d'une prochaine causerie peut-être. Une autre question ? Levez la main. Moi, j'avais une question sur vous en tant que vos expériences, par vos expériences. Quel a été votre frein initial par rapport à toute cette culture à intégrer parce que là, comme je disais, la majorité ici, en tout cas en présentiel, vont devoir se confronter à une entreprise internationale. Vous, avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus dur et comment vous avez fait pour surmonter ça ? Alors le plus dur, je ne sais pas si c'est le plus dur, puisqu'en fait, c'était une volonté de partir à l'international et de faire de l'international. Et je l'ai fait d'abord dans une boîte française. Et donc en tant que partant à l'étranger pour une boîte française. Et du coup, dans un environnement assez sécurisé où mon management et le siège de ma boîte étaient de ma culture et donc me soutenaient, m'accompagnaient avec quelque chose de très facile à comprendre. Donc ma recommandation, c'est peut-être de le faire pour éviter justement le choc complètement brutal de la première expérience internationale, de le faire dans une boîte française qui vous donne l'opportunité de découvrir l'international. Et peut-être le meilleur outil pour ça, quand vous terminez votre cursus, si vous voulez partir à l'international, c'est le VIE. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du VIE, volontaire à l'international. Voilà, vous allez sur le site de Business France, vous tapez VIE, et là, vous allez trouver toutes les opportunités que les boîtes françaises vous offrent pour avoir une première expérience à l'international de 1 an à 2 ans. Et vous allez être super bien accompagné et vous pouvez vous concentrer sur votre métier, la découverte du pays en étant sécurisé parce que tout le reste est géré par la France en fait. Voilà. Et donc, il y a une causerie aussi disponible sur YouTube à ce sujet. Vous avez déjà fait les vidéos, très bien. Voilà. Encore une dernière question. On va boucler là. On remercie chaleureusement donc Monsieur Siguier pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez suivi cette causerie. Merci à vous derrière vos écrans. Donc, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les causeries saisies, vos idées, etc., je répète, vous envoyez à causerie@idefc.cesi.fr. Vous pouvez voir ou revoir donc nos causeries des 3 dernières saisons sur le YouTube Saisie, la playlist Les Causeries Saisies. Et donc, je vous rappelle, la dernière causerie, c'est la semaine prochaine. Donc, on a un changement de thématique pour ceux qui comptaient voir la causerie initialement programmée. Nous allons avoir une causerie sur le changement climatique. Donc, très intéressante également. Je vous conseille de vous connecter, de partager le lien. Et je vous remercie. Bon après-midi. Belle causerie. Merci encore, Monsieur Siguier. Et à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.